Je suis Éric Vauthier, je suis le RSSI du groupe ADP, donc Aéroport de Paris, bien connu sur la place parisienne. Et je vais vous parler d'une forme de retour d'expérience, la mienne, sur ce sujet qui a déjà été brillamment exposé par les intervenants précédents. Il y aura sûrement des points en duplication, mais voilà, ça montrera la cohérence de l'ensemble. Donc j'ai sous-titré ma présentation, le RSSI, Monsieur Jourdain de la cybersécurité. Je pense que comme dans la pièce de Molière, il y a un certain nombre de choses qu'on fait plus ou moins sans le savoir. Tout ce qui a été dit avant, finalement, montre qu'il faut travailler à la limite la forme et la rendre un peu plus digeste, un peu plus adaptée. Mais globalement, je pense que les RSSI, pour la plupart, ont déjà le bon niveau, la bonne information à transférer. Ma présentation, je l'ai partagée en deux, comme vous pouvez le voir sur l'écran. D'un côté, le COMEX, dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ça, ce sera la première partie. Je vais essayer de présenter quelque chose qui, j'espère, vous intéressera. La deuxième, c'est sur le DSI lui-même. Je pense qu'avec la transformation numérique des entreprises, le DSI, je pense dans la plupart des grands groupes aujourd'hui, même dans les petites entreprises, fait partie des dirigeants de l'entreprise. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut avoir un discours en tant qu'RSSI un petit peu différent de celui des dirigeants. On a parlé depuis tout à l'heure de simplifier le discours, de ne pas le rendre trop technique. Le DSI est finalement un peu un animal un peu original, c'est-à-dire un dirigeant avec lequel on peut encore avoir un certain niveau de discours technique. Bon, je vous rassure, les photos ne sont pas d'actualité à ADP. C'était juste pour l'illustration. Donc, avant de démarrer, je vais juste poser deux précautions oratoires. La première, c'est ce que je vais vous montrer, c'est encore du travail en cours, du work in progress, comme on dit en bon français. On est occlusif, j'espère qu'il y aura des réactions, alors pas forcément en live, mais à moyen terme, et des interactions. Enfin, pas mal de gens, j'espère, me connaissent, sinon ils me retrouveront. Je suis preneur d'enrichissement, de critiques, etc., sur ce que je vais vous montrer. Ça, c'est la première précaution. La deuxième, vous le savez, on est en plein milieu de l'Euro de football, donc je me suis permis d'avoir une présentation un petit peu gay, centré sur le football. Donc je sais pas, alors on se plaint tout le temps que les RSSI est un monde masculin, donc je vais rentrer dans la caricature. Je pense qu'il y a des femmes qui aiment le foot aussi, et des femmes RSSI encore plus. Et par contre, pour ceux qui n'aiment pas le foot, je vous prie de vous détacher de l'habillage pour quand même essayer d'attraper un peu le fond. Et donc je vais commencer tout de suite en disant que finalement les RSSI se voient un petit peu en gardien de but. Un animal un petit peu bizarre, quand vous regardez la photo, le gardien de but, vous le voyez tout de suite, c'est celui qui est en jaune, il n'a pas le même maillot que les autres. Et je pense que beaucoup de RSSI se voient un petit peu comme ça, il y a tous les directeurs, et puis nous on est à côté, un petit peu à part. Alors après, on aime ou on n'aime pas avoir le même maillot que les autres, ça c'est une question. Il y a également le sentiment qu'on est un peu dans l'ombre, parce que quand vous regardez la photo des champions du monde 2018, qui vous pensez en premier, plutôt Mbappé ou Pavard pour son but, mais vous ne pensez pas au gardien de but, forcément, tout de suite. Donc ça, finalement, le rôle du gardien de but, moi je l'aime bien, parce que finalement, contrairement à ce qui a été dit, souvent on commence une relation avec le COMEX par un penalty, en fait. C'est-à-dire que la crise, elle arrive, on a une cyberattaque, on a ce qu'on veut. La cybersécurité arrive sur le devant de la scène, qu'on soit passé ou pas au COMEX avant pour expliquer ces investissements, ça a peu d'importance. Il y a le ballon qui est là, il va falloir faire quelque chose. D'une part parce que ça se voit de plus en plus, donc je vous ai mis quelques exemples. Aujourd'hui, les conséquences opérationnelles elles sont évidentes, ça paraît dans la presse à chaque fois, que ce soit des ransomware ou des rançongiciels, pardon, ou des attaques plus destructrices. Ça peut être également des attaques de type WannaCry qui vont mener à l'arrêt préventif de certaines installations. Donc finalement, on ne peut plus tellement se cacher derrière un sujet purement informatique. Les conséquences sont bien réelles. Et puis effectivement, comme c'est écrit là, les conséquences sont également financières. Ne serait-ce que la remise en état n'est pas gratuite, sans parler de tout le reste. Les rançons, il suffit de regarder la presse des pipelines aux États-Unis ou les arrêts de production, ça rappellera Maersk et WannaCry. Ces choses-là vont arriver, enfin, si elles ne sont pas déjà arrivées, et le COMEX, il viendra vous voir, enfin, il ira voir le DSI qui viendra vous voir, et donc vous serez face au ballon. Et donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra faire de son mieux. Alors là, on est un jeudi, il y avait un match hier soir, c'est peut-être pas la bonne image, parce que c'est pas vraiment ce qu'il a fait, mais il faudra être prêt à arrêter la balle dans la mesure du possible. Donc pour ça, on n'a pas grand-chose, on a ce qu'on a sur soi à ce moment-là, c'est-à-dire tout notre bagage, donc un bagage informationnel, un bagage
Donc varié en termes de connaissances sur, c'est justement le rôle un peu du mouton à 5 pattes qu'est le RSSI. Il faut connaître l'entreprise, bien la connaître, les métiers, etc. Il faut bien connaître le système d'information, et puis il faut également savoir qui nous attaque et quels sont les moyens habituellement opérés. Un élément très important, j'espère que vous l'avez mis en place aussi, c'est tous les retours d'expérience sur les choses qui se sont mal passées. Donc soit dans la vraie vie, c'est les incidents qu'on a subis, soit avec un peu de chance, tous les plans de tests et les exercices que vous avez pu mener. Et puis enfin, la crise, vous ne la résoudrez pas tout seul. Il faut avoir une bonne connaissance des individus dans l'entreprise, donc ce que j'ai appelé le réseau interne de l'entreprise, et puis aussi le réseau externe, enfin tout l'écosystème, dont l'inclusif est une partie très importante. Pour ceux qui ont vécu WannaCry, il y a eu un tas d'échanges en live entre RSSI qui avaient tous les mêmes soucis à traiter. Et puis évidemment, il y a l'ANSSI pour les grandes entreprises qui sera un bras armé très important. Mais tout ça, il vaut mieux l'avoir préparé avant. Et puis enfin, une fois que la crise sera passée, vous inquiétez pas, on saura vous oublier. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Donc il faut profiter du petit instant qui suit la crise, si vous n'avez pas été licencié, bien entendu, pour essayer d'en tirer quelque chose. Donc je vous ai mis quelques éléments. Le plus important, c'est de faire un REX. Donc là, vous avez en 4 cases la manière dont moi j'essaie d'organiser les choses. Il faut, à partir de ce REX, ce retour d'expérience, il faut arriver à déterminer un plan d'action actionnable, pas avoir quelque chose sur des années impossible à faire, qui nécessiterait des millions. Donc c'est ce que j'appelle le 80-20, c'est-à-dire que vous mettrez des choses que vous savez que vous ne ferez jamais, autant les mettre, et au moins les 80% seront peut-être réalisés. Et puis surtout, il y a une temporalité à respecter, il faut le faire très vite, parce que une entreprise, c'est une succession d'incidents divers et variés, et donc on vous oubliera très rapidement. Donc ça, aujourd'hui, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, hein, je ne généralise pas, c'est un peu l'image qu'on peut avoir du RSSI. Moi, je vous propose, toujours en filant ma métaphore footballistique, de commencer à voir le RSSI un peu comme un capitaine. C'est celui qui va parler à l'oreille d'eux, alors là, sur la photo, à l'oreille de l'arbitre. Dans la vraie vie, à l'oreille du COMEX ou à l'oreille du PDG. Pour reprendre certains des éléments qui ont été mentionnés avant, notamment par Thierry, il faut essayer de se mettre à la place du PDG. Qu'est-ce qu'il va vouloir savoir quand il va vous rencontrer? Donc le principe prix des fonds d'investissement, c'est l'elevator pitch. Hein, vous avez 20 secondes pour parler au PDG dans l'ascenseur. Voilà, moi, ça, c'est mes 3 questions, les 3 questions qu'on ne me pose pas, auxquelles j'essaye de répondre. Donc en étant le PDG, qu'est-ce que je dois savoir sur la cybersécurité? En quoi c'est important pour moi, ce que le RSSI va m'expliquer? Et puis surtout, comment est-ce que je peux aider? J'ai mis le vous entre parenthèses parce que je trouve que ce n'est pas forcément le RSSI qui va être aidé en apportant des éléments sur la cybersécurité, c'est aider les métiers ou les entités qui doivent mettre en œuvre un certain nombre d'actions de protection du système d'information ou de leurs activités. Et ce n'est pas forcément le RSSI qui va porter tout ça. Donc là, on va rentrer un peu dans la réflexion que je mène en ce moment. Ça va être un peu caricatural, le prenez pas mal, surtout si les tableaux de bord que je vais critiquer après se ressemblent un petit peu. Alors on a parlé des indicateurs avant. Le tableau de bord à l'ancienne du RSSI, c'est ça. Il y a des risques, je les classe, rouge, vert, etc. Et puis ça va jamais, de toute façon, il y a toujours du rouge, parce que s'il n'y avait pas de rouge, on se demanderait quelque part à quoi on sert. Donc ça, je pense que vous l'avez tous fait, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup l'ont fait. Donc ça a un côté, si on reprend les 3 questions précédentes, ça répond pas à toutes, clairement. Ça répond peut-être qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Mais encore même là, qu'est-ce qu'on explique réellement? Ça, c'est le premier point un peu négatif sur ce type de tableau de bord. Donc derrière, il y a tout un détail, je le passe sous silence pour la présentation. Le deuxième point noir de ce tableau de bord, c'est tout bêtement qu'il bouge jamais, en fait. Résoudre les risques, c'est pas simple. Et donc si vous revenez le mois d'après, votre tableau de bord, il va être de la même couleur, avec les mêmes chiffres. Potentiellement, il sera peut-être encore pire. Et donc, à force de présenter toujours le même tableau de bord qui ne bouge pas, je pense que ça peut avoir un effet contraire, qui va être de dire à quoi vous servez, ça ne bouge pas. Il y en a qui ont commencé à faire ça, certains de mes confrères, moi je ne le fais pas, encore une fois, c'est de mettre les entités, parce qu'il faut dire finalement, moi je gère un groupe, donc il y a beaucoup d'entités qui ne vont pas à la même vitesse, et ça donne ça. Donc là, pour moi, c'est encore pire, parce que ça, c'est un peu du finger pointing, hein, on montre du doigt qui est le bon élève, qui est le mauvais élève. Donc ça, pour se fâcher avec ses collègues responsables des différentes entités, c'est parfait, donc je ne le conseille pas non plus. Le bon tableau de bord, j'ai mis un gros point d'interrogation, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, où je réfléchis, donc j'invite tout le monde à venir réfléchir avec moi, c'est d'essayer aussi de quantifier l'effort fourni par l'entité, en fait. Parce qu'encore une fois, le but, c'est que l'entité se protège, c'est pas que le RSSI protège l'entité. Et donc, là, on va essayer, et on est en train de mettre ça en place, d'essayer de mesurer l'effort fourni. Et finalement, quelqu'un qui a des risques forts et qui fait rien,
c'est moins bien que quelqu'un qui a des risques forts et qui fait quelque chose. Et peut-être même quelqu'un qui a des risques moyens, qui ne fait rien, c'est peut-être pire que... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc le tableau est très moche. S'il y a un graphiste dans la salle qui veut venir m'aider, il est le bienvenu. Mais voilà, l'idée, c'est d'ajouter une dimension supplémentaire qui est l'effort fourni, de manière à relativiser un petit peu le niveau de risque. On a tous des risques, soi-disant, inacceptables. Il faut vivre avec parfois assez longtemps. Voilà, donc une slide pour résumer, faire une conclusion sur cette première partie, je ne vais pas tout redire. D'ailleurs, quand je relis la dernière phrase, je ne suis pas sûr que ce soit exactement français, mais en fait, l'idée, c'est de reprioriser les ressources et de confier ces ressources aux bonnes entités en partant du tableau précédent que j'ai montré. Il ne me reste plus beaucoup de temps, enfin, je suis à peu près à la moitié. Je vais parler du DSI, donc pour moi, c'est un cas particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, j'ai encore filé ma métaphore, désolé pour ceux qui en ont assez. Je vais vous ramener dans les années 70 avec le football total de la Hollande des grandes années. Johan Cruyff, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, mais bon, c'est pas grave, regardez sur Wikipédia. Grosso modo, c'était pour dire que toute l'équipe faisait attaque et défense et que du coup, ça demandait déjà d'une part une santé de fer et puis une bonne complémentarité entre les différents individus. Donc la vedette de tout ça, c'était Johan Cruyff, et quelque part, des fois, quand je discute avec certains de mes confrères, les RSSI se voient un peu comme le Johan Cruyff. Pour moi, le Johan Cruyff, c'est plutôt le DSI. Et le DSI, qu'est-ce qu'on fait ? On l'embête beaucoup, quelque part, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tant qu'RSSI, on va lui balancer plein de contraintes. On va lui dire qu'il faut faire de la sécurité système d'information à peu près dans tous les étages de son entité, de sa production, de ses études, etc. On va lui balancer des concepts à longueur d'année qui, des fois, sont même pas finis d'être appliqués, que le prochain arrive. Donc on a une espèce d'innovation perpétuelle, pas toujours très efficace. Et puis on a quand même les fondamentaux, le maintien en conditions opérationnelles. Les solutions de sécurité sont comme toutes les autres, elles ont un cycle de vie et il faut les entretenir. Donc rien que l'entretien des solutions de cybersécurité est une charge, sans parler des différents rachats entre les sociétés qui obligent les fusions de produits, etc. etc. Et puis, le plus important, ça reste quand même le maintien en conditions de sécurité. Et là, c'est pareil, on les embête beaucoup en demandant de produire des indicateurs, en faisant des audits qui génèrent des plans d'action. Donc, encore une fois, on a une charge induite, nous, et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience sur le DSI et ses équipes. Donc, pour ceux qui aiment bien le foot, ils se souviendront de Johan Niskens, qui était en fait le bras droit de Johan Cruyff et qui était finalement, et c'est mon analogie s'arrête là sur le RSSI, et qui était celui qui permettait à Johan Cruyff de briller. Et je pense que le RSSI peut prendre ce rôle-là dans la DSI. Je vous rentre pas dans le détail de la cyber kill chain. Pourquoi je vous la montre ? C'est parce qu'en fait, finalement, le DSI en matière de cybersécurité, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit empêcher la kill chain. Et donc, il doit être très bon en défense, pour continuer dans l'analogie. Et aujourd'hui, la kill chain, elle est matérialisée. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Ça fait des années que les discussions qu'on a entre confrères mènent à ça. Comment est-ce qu'on la modélise ? Depuis quelques mois, années, on a une entité qui s'appelle le MITRE qui a essayé de modéliser ça. Alors c'est illisible, allez sur Internet encore une fois le voir. Mais grosso modo, le terme à retenir, c'est TTP. Tactics, techniques, c'est une procédure, je lis parce qu'à chaque fois je me mélange. Donc les tactiques, vous le voyez sur le zoom, c'est les titres des colonnes, et les techniques, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc là, théoriquement, vous avez, je vais exagérer un petit peu, si vous avez une attaque, théoriquement, ça va forcément rentrer dans ces cases-là. Vous avez une société, par exemple, spécialisée, une société de cybersécurité qui s'appelle Dragos, spécialisée en cybersécurité système industriel. Ils modélisent tous les attaquants. Donc là, j'ai pris l'exemple d'Electrum là-dessus, sur cette copie d'écran, et vous voyez toutes les techniques utilisées par Electrum. Donc si vous voulez vous défendre contre Electrum, vous savez sur quelle case vous devez être bon, ou quelle case il faut renforcer. Donc voilà, ça c'est en 2 mots, je suis désolé, c'est très lapidaire, ce qu'est le framework du MITRE ATT&CK. La manière dont moi je vais l'utiliser, c'est que ça me permet de créer un langage commun avec les équipes de production. Donc, comme je disais, le but, ça va être d'évaluer la défense. Donc, si vous prenez le framework et vous rentrez dans les métriques, vous trouvez qu'il y a 206 techniques, mais seulement 39 mitigations, c'est-à-dire 39 moyens de défense, quelque part, à mettre en œuvre et sur lesquels il faut être a priori bon. Vous avez une matrice de 362. Alors, mitigation, c'est pas forcément français. Atténuation, je vais rester sur mitigation, ça sera plus simple. Et donc, en fait, on se sert, nous, actuellement, de ce framework pour essayer, justement, de trouver ce langage commun en disant aux équipes de production sur quoi elles doivent être fortes en défense. Je vais prendre un exemple qui va relier à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Tenable AD. Sur l'Active Directory, vous avez un mécanisme d'atténuation. Alors, son petit nom, la prenez pas par cœur, c'est le 10-15.
qui va permettre, si vous le déployez proprement, de réduire la probabilité de réussite des différentes techniques, donc les 4 que j'ai mentionnées là. Tout est en anglais, je ne l'ai pas dit, mais tout est en anglais, mais je pense que ça reste dans notre domaine quelque chose de facile à lire. Et donc, quelque part, ce que dit le MITRE, vu sous l'angle mitigation versus moyen d'attaque, donc défense versus attaque, ça va être que si vous travaillez là-dessus, vous allez diminuer la probabilité de réussite de ces techniques-là, techniques de hacker. Et donc, grosso modo, si on essaye de rapporter ça sur cet exemple bien précis, ça veut dire que si vous travaillez sérieusement sur cette mitigation-là, vous allez apporter des éléments positifs sur ces 5 cases-là. Je vous rappelle la kill chain, elle part de la gauche, elle va vers la droite, et donc quelque part, vous voyez que la mitigation AD va vous permettre d'attaquer des choses qui sont plutôt une seule seulement sur la gauche, enfin la plus à gauche, et plutôt des choses une fois que quelque part l'attaque a déjà pénétré. Donc ça doit vous permettre aussi de vous poser des questions en disant est-ce que je suis vraiment bon sur la partie gauche du schéma ou plutôt bon sur la partie droite, sachant que je le répète, il vaut mieux essayer d'arrêter les attaques le plus en amont possible. Présenter le MITRE ATT&CK en si peu de slides est une gageure, donc si quelqu'un a compris, qu'il lève la main, sinon il peut m'envoyer un mail. Je finirai ma conclusion sur cette partie-là. Finalement, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre contexte, c'est d'utiliser encore une fois ce framework pour permettre à chacun de se poser les bonnes questions. Donc déjà, ça permet de faire un état des lieux, essayer de regarder les différentes mitigations, l'état que vous avez, l'état de qualité que vous avez sur ces différentes mitigations. Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous n'êtes pas bon? Ça va commencer à vous permettre d'alimenter le framework qu'on a vu et de voir les cases qui sont vertes ou rouges. Encore une fois, on retombe sur les mêmes principes de couleur, mais finalement, vous obtiendrez la réponse à cette question sur est-ce qu'on est protégé au bon endroit, est-ce qu'on n'est pas complètement sur la droite versus sur la gauche. De la même façon, ça peut poser des questions sur l'efficience. Donc, suivant la capacité que vous avez, pour reprendre les thématiques de Ciblex, la capacité que vous avez à sortir des métriques, est-ce que, notamment le taux réel de couverture, est-ce que vous êtes capable de sortir ça? Ça va également proposer un pourcentage de pertinence de vos différentes mitigations, les configurations, etc. Tout ça va alimenter et vous permettre, quelque part, d'évaluer votre niveau de qualité et donc, par rebond, votre niveau de sécurité. Et puis enfin, pour le RSSI, de la même façon, vous pouvez utiliser ça en disant la roadmap que je suis en train de proposer, quelle mitigation elle permet d'améliorer. Et encore une fois, si vous reprenez ce schéma-là, si vous arrivez à aller positionner vos mitigations, vous aurez la transposition de ça. Et encore une fois, vous verrez si vous êtes plutôt sur la gauche ou plutôt sur la droite. Et donc, encore une fois, en fonction de votre contexte, ça vous donnera les bons éléments de pilotage. Voilà. C'était un peu une gageure de tenir tout ça en une vingtaine de minutes. Donc j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, je le répète, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée en vous remerciant de votre attention.